Le territoire est très attractif. On a le sentiment, qui est à vérifier, d'une accélération de l'afflux de population sur le territoire, que ce soit des résidents permanents, des personnes qui sont en résidence avec le développement du télétravail, ce qui fait que ça met l'espace sous pression. Et du coup, la réflexion qui pourrait être ouverte, qui ne l'est pas encore aujourd'hui, c'est de réfléchir au mode d'habiter, de construire et au-delà de la question des écomatériaux, toutes les problématiques de proximité, de mobilité, d'espace vert, de diminuer l'imperméabilisation, de faciliter l'accès à la nature, c'est de réfléchir à la réversibilité des espaces pour s'adapter aux besoins du territoire en termes d'activité, en termes d'habitat, qui peuvent changer au fil du temps. Et comme l'espace n'est pas extensible, que la protection des espaces naturels et des espaces agricoles est une priorité, justement sur les espaces urbanisés, urbanisables, d'ouvrir ce champ de réflexion sur la réversibilité du bâti, non pas et qui impliquera du coup la possibilité de changement d'usage au sein d'un même bâtiment ou de mêmes locaux. Quand on parle en fait de résilience ou d'adaptation au changement climatique, il y a aussi la question de l'autonomie du territoire qui se pose au regard des ressources, que ce soit en termes de gestion des eaux pluviales, de réseaux d'assainissement, mais aussi en termes d'alimentation. Et c'est le cas, on a eu l'effet Covid aussi, où les gens ont recherché de plus en plus à pouvoir manger local, manger bio. Et on a aujourd'hui des collectivités sur le territoire du parc qui sont investies sur ces sujets-là pour finalement ramener la production agricole au plus près de la consommation. C'est le cas par exemple de la ville de Vannes aujourd'hui qui a fait le choix d'avoir des maraîchers dans leurs équipes techniques de façon à pouvoir alimenter les crèches. Donc c'est aussi par là que s'initie le changement. C'est une pédagogie aussi auprès des enfants qui se transmet ensuite au sein des familles. Et aujourd'hui, ce dispositif fonctionne si bien que ils sont en train de réfléchir à l'extrapoler et à l'étendre aujourd'hui aux écoles, par exemple. Et on voit que cet exemple qui fonctionne, finalement, fait des petits et entraîne de plus en plus de collectivités qui se posent cette question. Comment on produit aujourd'hui local et au plus proche de nos besoins. Cette question de l'alimentation, c'est aussi un point clé qui peut être intégré aujourd'hui dans les réflexions d'écoquartiers. C'est aussi ce qui peut faire la différence, au même titre que d'autres sujets aujourd'hui sur lesquels on avance et qui pourront au fur et à mesure être intégrés dans ces démarches d'écoquartiers, comme par exemple la question des trames naturelles, de la trame noire, la question de la pollution lumineuse. Voilà, c'est des nouveaux enjeux aussi sur lesquels on progresse et qui pourraient faire l'objet de critères spécifiques pour les écoquartiers. On sent qu'il y a une réelle envie de plus s'associer dans les projets, de plus réfléchir à la construction, son territoire, à son devenir et que ce soit dans les ABC, dans les aires marines éducatives ou dans les projets d'écoquartiers. Finalement, c'est comment on participe dès le début à la construction de son environnement. Et aussi, c'est que dans les démarches d'écoquartiers, ce serait non seulement d'impliquer les habitants le plus en amont possible, les futurs habitants, mais aussi que les riverains puissent être partie prenante, parce que fait l'écoquartier, il faut aussi que l'hybridation se fasse avec l'environnement dans lequel il va s'inscrire. Et l'environnement dans lequel il va s'inscrire, c'est pas seulement les espaces naturels, les voies de circulation, c'est aussi les humains qui vivent autour, les futurs écoquartiers.